Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Sabiopod, un podcast qui traite et discute de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série télé dans la continuation de des autres épisodes, des autres podcasts que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc il s'agit de la saison 6 de True Blood. Donc je ne vais pas faire de récap concernant les personnages, je pense pas que ça soit pertinent ni vraiment utile. Si vous en êtes là à continuer à m'écouter sur la saison 6, c'est qu'a priori vous connaissez la plupart des protagonistes et des antagonistes. On va revenir sur un notamment en tout cas, qui est bien entendu la manière dont s'est finie la saison 5, à savoir Bill Compton, qui est devenu littéralement un dieu vampire incarné et qui a donc gagné le jeu pourri, si vous me permettez l'expression, de la saison précédente. Alors pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement ingurgité le sang de la vampire originelle, Lilith. Et ce faisant, il a également absorbé les pouvoirs du sang primaire, du sang primordial des vampires, on va dire. Et donc, en absorbant ce sang, il est devenu quasiment ou presque totalement invincible, en tout cas pendant un certain temps. Invincible, et il a absorbé les pouvoirs, et ces pouvoirs sont pas négligeables, à savoir, donc il a une force et rapidité qui sont décuplées, mais aussi et surtout la capacité en effet à se déplacer au grand jour sous le soleil, ainsi que des capacités auto-régénératrices hors du commun. Donc ça, c'est pour la partie fantastique, vampiresque. Maintenant, sur la partie plus terre-à-terre, enfin presque, si tant est que l'on puisse parler de choses terre-à-terre dès lors qu'on parle de True Blood, c'est le roi vampire. Il ne faut pas oublier que d'un point de vue légal, c'était le roi vampire de la Louisiane, donc dans le système d'autorité qui existe entre les vampires. Donc vous vous trouvez forcément avec une combinaison de pouvoirs, je dirais, surnaturels et de pouvoirs réels, qui bien entendu sont très très importants et qui ne peuvent être qu'en conflit avec les êtres humains et bien entendu les peurs qui les animent. Ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que pour les deux espèces en question, ce sont surtout les aspects possessifs et territoriaux qui les animent, les deux espèces, donc que ce soit les vampires ou que ce soit les êtres humains. Donc de part et d'autre, on trouve des choses pas très sympathiques, puisqu'il s'agit d'une incitation à s'armer de part et d'autre, mais plus encore chez les êtres humains, pour une raison essentielle, la production de True Blood, et ça c'est un élément, je pense qu'on a commencé à le voir dans la saison précédente, au moins sur les deux derniers épisodes. La production de True Blood a été arrêtée du fait de la destruction d'une usine de True Blood, donc aux États-Unis, au Texas, qui a pour effet en fait de ne plus donner accès au True Blood aux vampires. Et qu'est-ce que font les vampires, bien entendu, dans ce cas-là ? Ils reviennent à leur baseline, leur fonction primaire, qu'il s'agit de prédateurs qui vont chasser des êtres humains pour leur sang. Et donc on se retrouve avec des bandes de vampires sauvages qui se promènent dans la nature à la recherche de sang frais. Donc ils sont en effet dans une sorte de retour à l'état sauvage, et dans ces conditions, bien entendu, les êtres humains, collectivement et au niveau de leur structure de pouvoir, sont obligés de réagir. Donc le gouverneur de la Louisiane, le gouverneur Burrell, va édicter un certain nombre de lois qui vont de fait, tout d'abord légaliser des inégalités grandissantes entre vampires et le reste de l'humanité. Dans les mesures qui sont prises par ce gouverneur pour le moins autoritaire, mais qui a finalement aussi des obligations vis-à-vis de sa population, même si on va bien entendu se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont effectuées en son nom qui ne sont pas très catholiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a pour les vampires et dans ce gouvernement terrestre, donc dirigé par un être humain, l'obligation de s'enregistrer auprès des autorités par leur nom et leur localisation géographique, bien entendu, à savoir leur adresse. Interdiction, alors là où ça devient plus compliqué, c'est interdiction d'ouvrir des commerces qui sont maintenant réservés aux êtres humains. Tous les commerces. Donc, c'est-à-dire que les vampires ne peuvent plus avoir un pouvoir économique. Et qui dit s'ils ne peuvent plus avoir un pouvoir économique, ils ne peuvent plus acheter de True Blood par eux-mêmes. Vous comprenez ?
Donc on est dans une escalade du pire. Ils sont aussi également soumis à un couvre-feu, ce qui est assez comique pour finalement des vampires, parce que les couvre-feux à la base c'est justement le fait de ne pas être en mesure de se déplacer. Quoique je ne savais pas, tiens, je ne sais pas si un couvre-feu c'est juste pour la nuit ou si ça peut être mis en place pendant le jour. Je ne sais pas. C'est une très bonne question à se poser finalement, de savoir la définition précise d'un couvre-feu, si c'est juste pendant les heures à la nuit tombée et au lever du jour, ou si ça peut prendre part pendant des journées entières. Et c'est un autre sujet, mais ça vaut le coup finalement de voir ça de plus près. Donc, interdiction pour les vampires de se déplacer pendant la nuit. Donc, vous comprenez bien, ils peuvent pas se nourrir avec les True Blood, ils peuvent pas, bien entendu, ils ont l'interdiction d'aller bouffer des êtres humains, ce qui est parfaitement logique et nécessaire. Et comme par hasard, c'est là où on va voir le personnage that I love to hate, que j'adore détester, Sarah Newlin, qui refait son apparition comme par hasard. Elle a su s'introduire dans les coulisses du pouvoir en s'immisçant une fois de plus, avec tous les artifices possibles et inimaginables qui sont à sa disposition, dans la vie intime d'une personne susceptible de changer le cours de l'histoire dès lors qu'il s'agit des vampires. Car, en effet, elle est devenue de fait la maîtresse du gouverneur Burrell. Et elle va donc être à l'initiative maintenant, vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle est à la tête, le couple du pouvoir, le power couple, comme on dit. Et donc, de cette manière-là, elle va se sentir avoir des ailes et va se permettre d'exercer sa propre influence, donc auprès du gouverneur bien sûr, autant que faire se peut, parce que bien entendu il y a des limites, mais elle va aussi également faire croire que son influence sur le gouverneur est telle que le pouvoir qu'elle détient, aussi temporaire qu'il soit, est de nature à faire bouger des lignes et à casser les dents d'un certain nombre de vampires. Donc on se retrouve dans cette situation assez intéressante, ma foi, à observer, puisqu'elle va pouvoir élaborer son agenda pseudo-chrétien et raciste contre les vampires. Son petit projet de recherche, d'ailleurs, enfin quand je parle de petit projet, c'est un euphémisme, va prendre la forme d'un camp de concentration perdu dans la nature ou dans une vieille mine. Enfin, c'est pas une mine, c'est plutôt un dépôt de pétrole donc, qui a été vidé ou qui n'est plus utilisé, où vous avez des énormes bidons cylindriques. Elle va transformer cet endroit-là en camp de concentration, donc perdu dans la nature, comme je disais, que je vais appeler personnellement le Vamp Camp, le camp de vampires, Vamp Camp, pour l'occasion, à se demander si certains auteurs, en effet, sachant que True Blood date des années 2000, enfin c'est 2007, 2008 jusqu'à 2010, 2011 si je me souviens bien, donc on est en 2025, à se demander, comme je disais, si certains auteurs ne sont pas clairvoyants sur les tendances sous-jacentes qui animent le monde dans lequel nous vivons, en effet, ou plutôt, soyons plus précis, le pays dans lequel elle, en l'occurrence, se trouve. Vamp Camp, à comparer à ces camps de détention d'immigrés illégaux qui ont poussé comme des champignons ces derniers temps. D'ailleurs, ils ont poussé comme des champignons, je pense qu'ils étaient peut-être éventuellement là depuis pas mal de temps, mais qu'ils ne servaient pas. Vous savez, tout comme ces camps de détention pour les Japonais, donc pour les Américains d'origine japonaise, pendant la guerre de 39-45, quand les Japonais ont attaqué, je pense que c'est du même ordre en fait. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de structures qui existent, qui sont d'ores et déjà préparées et qui permettent en effet de détenir un certain nombre de gens. Et je pense que on devrait mettre d'ailleurs l'accent sur le nombre de gens. Bref, espérons que dans ce cas, la réalité ne va pas rattraper la fiction. Dans ce cas précis, en effet, parce que, enfin, soyons très clairs, le camp de vampires est en fait un véritable camp de concentration avec toutes les horreurs que l'on peut y trouver. Expérimentations diverses et variées incluses, jusqu'au four crématoire à base d'énergie solaire. Vous m'avez bien entendu. Après tout, soyons cyniques jusqu'au bout, il n'y a pas de petites économies. Les vampires étant allergiques de nature, ça évitera d'utiliser du gaz et autres solutions expéditives onéreuses qu'il faut produire, et donc qui ont un coût. Faisons rapidement l'inventaire de ce camp de vacances pour être vicieux et cruel, qui
aiment et apprécient voir leurs semblables, mais pas tout à fait pareil, souffrir mentalement, physiquement, émotionnellement jusqu'au trépas initialement prévu. C'est en gros le rêve humide ultime de serial killers, de tueurs en série, en manque de légalité des actes commis. C'est ça aussi peut-être qu'il faudrait, je pense, analyser, c'est-à-dire cette tendance assez spécifique d'un certain nombre de gens qui se retrouvent dans des situations de pouvoir, d'être en mesure justement, d'avoir l'opportunité de tuer des gens en nombre et de se rendre compte que, en fait, pour eux, c'est tout à fait justifié. C'est tout à fait justifiable et ils sont en aura de pouvoir continuer, enfin dans leur perception des choses, sans se rendre compte, bien entendu, des conséquences à long terme des actes qu'ils effectuent. Mais on dirait qu'il y a, comment dire, au-delà du pouvoir dans lequel ces gens se trouvent, j'ai l'impression que la notion de plaisir existe, absolument très clair. Aussi tordu que cela puisse paraître, je pense que c'est quelque chose je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas... je pense que c'est une dimension, en effet, qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc, commençons donc par le plus soft, un simulacre de combat entre vampires, histoire d'évaluer leur rapidité, agressivité et de faire de possibles classements. Tout est filmé, enregistré, à des fins d'études ultérieures. Et que dire des tests sportifs où un vampire court dans une roue qui est tout sauf libre, et ce, à une telle vitesse pour le vampire que le flou de mouvement ne permet pas de discerner ses enjambées. Avec juste à côté de lui un humain en blouse blanche, immobile, feignant de prendre des notes sur ce qu'il observe à travers une cage, sans compter une autre expérience tout aussi centrale dans la qualification des vampires au rang de simples insectes, observer deux vampires copuler à vitesse grand V, au vu et au su de tous, toujours avec ce pseudo-scientifique en blouse blanche, tel un planton en uniforme, pour mesurer le rythme insensé des ébats. Et puis nous finissons avec le bouquet, finalement, l'évaluation psychologique, psychiatrique d'un vampire, d'une vampire, Pam, par un psy dont la curiosité ira bien au-delà de la compréhension de ce qui anime un vampire de sexe féminin. Bien sûr, tout cela prête à sourire, puisqu'ici il s'agit de déshumaniser ce qui n'est même plus humain. Dans la réalité de ce qui se passe au jour présent, c'est beaucoup moins drôle, avec des conséquences forcément bien plus tragiques que ce que Troublot dépeint avec humour, sans compter évidemment la réalité historique des camps de concentration, avec les horreurs perpétrées à l'époque. Espérons très sincèrement que tout cela ne soit plus d'actualité, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas le cas. D'abord, j'ai bien peur qu'il y ait des tas de choses qui nous sont passées sous silence à l'heure actuelle et dont on ne parle pas, et de ce qui se passe. Se rappeler de Guantanamo aussi, se rappeler des emprisonnements à Guantanamo, des tortures qui ont été effectuées, donc au début des années 2000, ok, se rappeler donc des intimidations, des tortures, on sait très bien qu'au Proche-Orient, c'est la même chose. La torture à l'heure actuelle, par un certain régime, est quelque chose qui est de nature à être systématisé. Donc, je veux dire, ne pas oublier tous ces aspects-là. On est certes dans une fiction qui est il y a 15 ans maintenant, et donc qui est encore plus âgé d'ailleurs, puisque ce sont des bouquins qui ont été précédemment écrits donc courant des années 2000, mais on se rend bien compte que ce qui est décrit là, c'est une des pires choses que les êtres humains peuvent se faire entre eux. Je sais même pas si la guerre, en fait, c'est pire que ça, quoi. Je veux dire, les camps de concentration, les camps d'internement, la déshumanisation absolue, le fait d'être éventuellement dans des conditions où vous avez des gens qui vont vous torturer, etc. Non pas que je me sente, personnellement en danger de ce genre de choses, absolument pas. Par contre, d'abord pour plein de raisons, je dirais pour des raisons personnelles, c'est que si les choses commençaient à tourner comme ça en Europe, moi c'est très clair, c'est le fusil d'assaut dans les mains direct, mais direct, je me pose même pas de questions, et je cherche des gens qui fonctionnent comme moi direct, et qui sont prêts à prendre, voilà. Soyons très très clairs aussi, pour qu'il n'y ait pas de doute, je préfère personnellement mourir sur mes deux jambes, même si je les ai plus après, plutôt que de devoir subir des choses comme ça, ou par qui que ce soit. Donc je pense pas de toute façon que ce soit
qu'il y ait quelque objectif que ce soit de mettre des choses comme ça en place en Europe. Je préviens un certain nombre de gens qui sont dans l'extrême, qui comprennent bien qu'attention, il y a des gens qui iront jusqu'au bout des choses si on doit y aller. Je vous avertis, ouais, en effet. Je suis en train de vous avertir et en train de vous dire que méfiez-vous de ce qui pourrait vous tomber dessus, parce que quelle que soit la personne que je puisse être, je pense que des gens qui fonctionnent comme moi, il y en a un certain nombre. Et le nombre est bien plus grandissant, il est bien plus important qu'il n'y paraît. Il faudrait aussi remettre un certain nombre de choses en place, c'est que les gens de l'extrême, si je me souviens bien, quand le général Leclerc a retrouvé des Français avec des uniformes nazis, ces gens-là se sont fait fusiller. Et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont passés par ad patresse assez rapidement dans les moments qui ont fini la guerre de 39-45. Alors certes, un certain nombre de gens sont arrivés à survivre et sont arrivés à rester dans le système malgré les actes qui ont été commis, mais que les gens comprennent bien que c'est des choses qui pourraient arriver et que ça ne se finirait pas très bien pour eux, en effet. Je ne pense pas. C'est un autre sujet. Donc, si je reviens à True Blood, je pense que je vais passer assez rapidement sur Warlow et l'hybridation fée-vampire. Je sais bien que c'est l'autre soubassement fantastique de la série, mais son intérêt me semble plutôt limité. On peut néanmoins en tirer quelques conclusions. Si tu ne peux pas tuer tes ennemis, absorbe-les, reproduis-toi donc avec. Sorti de ce message très ambivalent, il y a en effet quelques situations plutôt comiques, notamment avec les filles du shérif Bellefleur, qui sont des fées qui grandissent à vue d'œil. Donc ça, c'était en effet assez comique. L'aspect féerique n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, donc vous me permettrait en effet, j'espère, de me concentrer sur l'essentiel, à savoir le gouverneur Burrell et Sarah Newlin, ce power couple de chrétiens intégristes, un gouverneur dont la fille au passage est devenue volontairement une vampire. Et là, ça devient super intéressant. C'est donc précisément là que le projet politique prend, hélas pour le gouverneur, une dimension toute personnelle. Hélas pour lui, ce qui est assez marrant de voir cette confrontation entre principes personnels et rapport filial finalement. Il n'hésite pas à interner sa fille dans le Vamp Camp, mais à l'isolement, contrairement aux autres. Willa Burrell déteste profondément le projet politique de son père, espérant que des gens comme ça existent dans la vraie vie. Parce que en l'état, dans la fiction, nous nous trouvons dans une situation de rejet parental de sa progéniture à cause d'un certificat de non-conformité qui me semble terriblement lourd à porter. Difficile de ne pas y voir quelques parallèles avec des situations qui ont forcément dû être vécues, notamment par l'auteur des livres ou par les scénaristes qui ont adapté l'œuvre en question. Sachant que le Vamp Camp n'est pas le seul outil de coercition contre les vampires à la disposition du gouverneur et de ses troupes. Tout un ensemble de moyens létaux ont été développés pour soumettre les vampires, notamment des balles enrobées d'un matériau ultraviolet et dotées d'un cœur en argent, des lanceurs de filets en argent également, et bien que cela ait son petit effet. Il faut quand même se rendre compte que même si j'en ai parlé dès le départ de ce podcast, les vampires ont leur joker sous la forme de Bill Compton, devenu un dieu vampire en plus de ses fonctions un peu plus terre-à-terre, de roi des vampires de la Louisiane. Ce qui d'ailleurs le met directement dans le collimateur du gouverneur Burrell. La rencontre sera clairement mémorable, c'est le moins qu'on puisse dire en effet. C'est aussi après cette rencontre que l'on comprendra aisément que la notion de power couple était à tout le moins artificielle entre le gouverneur Burrell et Sarah Newlin. Cette dernière, tout comme son mariage précédent, ce n'est qu'un marchepied, une étape nécessaire pour assouvir une ambition intérieure totalement dévorante. Un peu comme si le creux, le vide de son existence ne pouvait être comblé que par cela. C'est d'ailleurs prégnant, excusez-moi le terme, dans ce cas-là, à tel point qu'elle en devient profondément détestable humainement. Et soyons clairs, de mon point de vue personnel, c'est le moins qu'on puisse dire aussi, en effet, c'est
Vraiment, Sarah Newlin, sur l'ensemble de cette série, c'est le personnage que j'apprécie le plus en termes de détestation. C'est vraiment, typiquement, je veux dire, le profil psychologique, la manière de fonctionner, les idées, l'idéologie assez pourrie, pour ne pas dire totalement, totalement faite de champignons venimeux. C'est vraiment le type de personne dont je veux pas être à plus de 20 mètres quoi de moi quoi. Je veux dire je pourrais pas supporter ou je crois que j'aurais envie de l'aplatir ni plus ni moins. C'est le genre de personne que je trouve totalement détestable et je pense que ces personnes comme on a pu le voir ces derniers mois, je pense que ces personnes-là existent hein. C'est pas Sarah Newlin n'est pas une caricature. C'est-à-dire c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est que quand on le voit, il y a quelque chose de profondément ironique, de rigolo quand on voit cette série, quand on la voit naviguer et quand on voit de quelle manière elle essaye de se frayer un chemin dans les allées du pouvoir, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, des gens comme ça existent. C'est-à-dire qu'ils essayeront tout et n'importe quoi pour finalement se retrouver dans une position où ils ont plus de pouvoir que les gens qui les entourent et où ils peuvent ordonner les gens autour d'eux, quoi. Et donc c'est assez comique de voir finalement le réalisme qui est intégré dans True Blood à travers ce personnage. Puisque rien ne doit se mettre en travers de ses ambitions. Tout le monde peut et doit être sacrifié à l'autel de ses ambitions. Son humanité, dévorée de l'intérieur, la pousse à fomenter les plans les plus inhumains, justement, qui soient. Sa cruauté se porte contre les vampires, tout comme celle de Maga se porte contre tous ceux qui ne sont pas nés aux États-Unis. Et même lorsque c'est le cas, vous pouvez être mis sous la glace, sous ice, excusez-moi le jeu de mots pourri. À cette cruauté totalement dirigée vers les créatures de la nuit, à dents pointues, répond l'acceptation. D'ailleurs, c'est assez comique aussi de voir ça en effet. Donc on voit l'exact inverse de ce qu'est Sarah Newlin, qui est donc quelqu'un d'une avarice, d'un besoin de pouvoir absolu, qui essaye par tous les moyens finalement de d'éradiquer les vampires qui se trouvent autour d'elle. Donc pour quelles que soient les raisons finalement, que l'on va découvrir au passage, les raisons qui la poussent à être comme ça vont nous montrer précisément de quelle manière elle fonctionne. Et enfin, ça, on le voit assez rapidement, mais on va comprendre une des raisons, enfin, c'est une des raisons, c'est une justification. Mais la justification de base, c'est les vampires sont différents, les vampires sont dangereux, donc les Noirs sont différents, les Arabes sont différents, les Indiens sont différents, les Nordiques sont différents, encore qu'ils nous ressemblent, hein, pardon, mais bon, ils sont un peu grands, etc., etc., enfin... Je veux dire, quels que soient les gens d'Amérique du Sud sont différents. Enfin, bref. Dès lors que vous êtes en face d'une différence que vous ne pouvez pas, qui ne correspond pas à vos critères de semblitude, excusez-moi le terme, de ressemblance, concernant la race humaine, vous êtes en face de quelqu'un qui passe en mode « tu n'es pas comme moi, je te détruis ». Enfin, tu n'es pas comme moi, tu me fais peur, donc je vais te détruire. Le problème, je tiens à signaler aux gens qui ne le comprennent pas, c'est que le problème de ce type de mental, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a action, il y a réaction. Si vous êtes dans le « tu n'es pas comme moi, tu me fais peur, donc je vais te détruire », en face, si vous avez un tant soit peu d'instinct de survie et un tant soit peu d'intelligence, vous allez vous retrouver en face de tu veux me détruire, tu ne vas pas y arriver, et c'est moi qui vais te bousiller. Vous comprenez? C'est ça qui risque d'arriver. Je veux dire, à un moment donné, ces gens qui sont toujours dans la peur de l'autre et dans la peur de ce qu'il y a autour d'eux devraient vraiment commencer à très bien réfléchir, mais vraiment réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, parce que le jour où ces gens-là se mettent à déclencher des choses qu'il ne faudrait pas déclencher, ils risquent de se retrouver avec des réactions qui, là, pour le coup, seront en proportion des choses qu'ils ont enclenchées. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parenthèse fermée, mais je tenais à le souligner. Donc à cette cruauté totalement dirigée vers les créatures de la nuit à dents pointues, comme je le disais, répond l'acceptation naïve, en effet,
de pacifistes bien intentionnés. Donc qui sont le pendant inverse du racisme absolu, de la haine absolue. Vous avez aussi des pacifistes naïfs et crétins. Hein, les lapins crétins, j'ai presque envie de les appeler, donc qui sont bien intentionnés, qui sont ouverts d'esprit bien sûr, mais qui sont totalement idiots, c'est-à-dire stupides et idiots. Donc, puisque ces pacifistes bien intentionnés, dont je fais partie d'une certaine manière, qui sont contre la mise de côté de ces créatures humaines, hein, qui se transforment à volonté. Donc vous avez, et je parle bien entendu dans True Blood, donc vous avez les loups-garous, vous avez les gens qui se transforment en animaux, quels qu'ils soient, vous avez les vampires également. On a là également un exemple manifeste de comment l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si la démarche n'est pas soutenue par un réalisme lucide et froid, doublé d'une appréhension des risques potentiels qui, dans le cas présent, peuvent être mortels. Puisqu'en effet, ça sert à rien d'être un pacifiste forcené. Ça me fait penser, enfin, je vais faire un très rapide détour concernant Andorre, dont bien entendu je parlerai. Il est évident que c'est impossible de ne pas en parler, mais j'ai des tas d'autres choses dont il faudra que je parle avant. Mais si vous prenez le massacre de la place sur Andorre dans la saison 2, de Gomorrah, je crois que ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus là, sur le coup, en bref, c'est pas grave. Il y a une chose qui m'a choqué, enfin, alors bien entendu, c'est fait pour les scènes en question, donc de massacre, etc., sont là pour être choquantes. Ok, mais ce qui est marrant, c'est ce qui est marrant, enfin ce qui ne l'est pas du tout, c'est le rapprochement aussi que l'on peut faire avec la réalité. Rappelez-vous en France, pendant, je veux dire, vers la fin des Gilets jaunes, avec ce fameux préfet qui a mis en place des nacelles sur un certain nombre de places et qui a fait en sorte de fermer une place en question pour non seulement contrôler des manifestants, mais pour créer une nacelle qui ne leur permette pas de bouger. Pensez bien que ce qu'il y a dans Andorre, où on montre comment on ferme une place et comment on peut se décider finalement à tirer sur la foule, et de quelle manière toute l'intrigue a été mise en place pour faire en sorte qu'il y ait quelqu'un du dispositif militaire qui décède de manière préméditée pour enclencher un certain nombre d'actes, etc. Je veux dire, quand vous voyez ça, et que vous voyez... Donc c'est ça qui est très bien d'ailleurs dans Andorre, c'est que vous voyez bien l'enchaînement des différents actes et du plan qui amène au massacre en question. Mais dites-vous bien qu'il y a des gens en France et des autorités, je me permets de dire clairement, des autorités qui se permettent de revoir leurs classiques, hein, en termes de comment on crée un environnement qui fait que l'on peut dérouiller tout le monde très vite si nécessaire. Donc moi ce que je ne comprends pas, et ça je tiens à le dire puisque je fais juste partie du public, c'est comment des gens dans des structures qui mettent en place des manifestations sont suffisamment idiots et stupides, donc c'est pour ça que je reviens sur True Blood, pour parler des pacifistes, sont suffisamment idiots et stupides pour se mettre eux-mêmes dans une situation qui va de toute façon être tellement délétère qu'ils peuvent y passer donc de vie à trépas très rapidement si les autorités en question le décident. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en face de gens qui sont des chasseurs, qui sont des tueurs potentiels, et vous vous mettez dans la situation de proie qui va se faire déglinguer. Comprenez bien une chose, et je tiens à faire comprendre aussi le message à ces gens-là, c'est qu'il y a heureusement des gens dans le civil qui ne fonctionneront jamais de cette manière. Il y a des gens dans le civil qui comprennent le jeu qui est en jeu, et il y a des gens dans le civil qui ne joueront pas du tout de cette manière-là. Ça aussi, il faut le comprendre. Si les choses devaient en arriver à l'extrême, pensez bien que le jeu va aussi augmenter à ce niveau-là, largement augmenter. Comprenez-le bien également, je pense que c'est important. Mais c'est pour ça aussi que je tenais à en parler, parce que dans True Blood, vous avez cet aspect-là, où vous avez des gentils pacifistes, des gentils hippies totalement naïfs,
qui disent « Oh, on vous aime bien, on vous adore, on veut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit », et qui ne comprennent pas qu'ils sont également en face de chasseurs qui sont prêts à les considérer comme des proies. Et c'est bien entendu ce qui se passe. Donc, c'est un exemple manifeste de comment l'enfer, en effet, est pavé de bonnes intentions. Si la démarche n'est pas soutenue par un réalisme lucide et froid, doublé d'une appréhension des risques potentiels qui, dans le cas présent, peuvent être mortels. C'est d'ailleurs un peu drôle et pitoyable de voir à quel point cette naïveté de bonne loi, qui fait fi de la bestialité ambiante dans ce show, se transforme en peur absolue dès lors que les conséquences bien concrètes se précisent. Un peu comme si le pacifisme naïf et sans aucune appréhension de la dangerosité de certaines situations transformait ces gentils êtres humains, comme je le disais, en proie prête à être dévorés par les humains se laissant aller, se laissant dominer par leurs instincts, leurs penchants monstrueux. Comme je le disais dans d'autres podcasts, la bête, elle est toujours dans la tête, elle est toujours là. Et vous avez toujours des gens pour justifier la bête qui se trouve dans leur tête. On est vraiment dans le règne de la justification de toutes les cruautés, au nom de règles bancales qui ne tiennent pas compte du minimum de respect auquel chacun a droit. Il y a quelque chose de l'ordre de là. D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est de voir en effet à quel point il y a quelque chose en effet de l'ordre de la brièveté des émotions humaines. C'est-à-dire que ces émotions, en fait, elles peuvent passer du coq à l'âne très rapidement. Et de cette capacité à changer complètement d'état émotionnel en quelques secondes. À comparer avec, alors, même si c'est de la fantaisie, même si c'est du romantisme d'une certaine manière, c'est clairement du romantisme à comparer avec la loyauté parfois millénaire entre vampires qui s'exercent presque malgré eux. Cette loyauté, elle s'exerce presque malgré eux parce qu'elle fait partie des règles qui existent entre les vampires, en tout cas dans l'univers en question qui est créé dans True Blood. Loyauté millénaire, serment d'amour indéfectible, lien affectif qui perdure malgré les différences d'opinion, le romantisme vampirique fonctionne à plein à comparer en effet à la fragilité des émotions humaines aussi temporaires que les pactes qui les soutiennent. Il est évident pour les vampires que le sang de Lilith va être le Saint Graal. C'est évident, on le sait dès le départ, et c'est le Saint Graal qu'ils n'attendaient plus. C'était presque prévisible dès le départ, comme je le disais d'ailleurs. Et pour revenir sur ce qui se passe dans le Vamp Camp, au-delà des atrocités qui y sont perpétrées par les humains, force est de constater la manière d'y répondre des vampires et de former des hiérarchies afin de réguler les comportements. Et dans le Vamp Camp côté féminin, c'est bien sûr la vampire la plus puissante qui ordonne l'ensemble du groupe dans un rapport de domination pas vraiment subtil, qui démontre une fois de plus que les rapports de force entre femmes, ça existe aussi, si vous aviez quelques doutes. Toujours est-il que le gouverneur remet en place une usine de production de True Blood, mais si vous me permettez l'expression, on se doute bien qu'il y a une couille dans le potage. C'est un produit frelaté ayant pour objectif de détruire progressivement les vampires. Parallèle évident, et je suis désolé de le faire, mais c'est un parallèle évident à faire avec les industries agroalimentaires à travers le monde. Je ne les accuse pas toutes, mais il y en a certaines qui n'hésitent pas et qui ajoutent des additifs. On vient d'en prendre pour Nestlé, là au passage, un certain nombre de choses pas très catholiques qui se sont passées avec les eaux soi-disant pures, mais on sait très bien que on sait très bien, a priori le gouvernement savait très bien que c'était pas tout à fait le cas. Donc ces industries qui ajoutent des additifs non conformes à la biologie humaine, sans compter le sucre ajouté partout, en passant bien évidemment par les vaccins expérimentaux. Je rappelle, au cas où ça soit pas tout à fait clair pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, c'est que une expérimentation n'étant pas une solution à généraliser, ne serait-ce que par principe. On s'est permis de le faire, il ne faut pas l'oublier non plus. Certaines personnes l'ont manifestement oublié, et les conséquences que cela produise, et les conséquences de cela produisent encore leurs effets. En tout cas, si l'objectif c'est de voir des vampires déchaînés, si c'est juste ce que vous voulez voir dans True Blood, je crois qu'il y a quelques scènes où vous allez être servis. Il y a des scènes de meurtre qui sont absolument énormes, et parmi ces exécutions sanglantes, certaines d'entre elles
on va être tout à fait clair, sont amplement mérités. Les vampires ne vont pas faire semblant pour se sortir de ce camp. Peu de gens, ou plutôt peu de personnages connus, meurent dans cette saison, mais leur deuil peut avoir son importance, notamment au vu du nombre de passages que les personnages font au cimetière de Bontemps pour des raisons formelles, et d'autres plus informelles en effet. En tout cas, Sarah Newlin, le personnage que j'ai eu, comme je le disais, le plus de plaisir à détester, finit par tuer à main nue, pas un vampire, comme par hasard, mais en fait la personne du moment sur lequel elle peut avoir du pouvoir, donc un autre personnage, humain cette fois-ci. C'est pour dire à quel point ce personnage quasi directement sorti de Fox News finit par déraper sévère dans sa quête de pouvoir absolu qui tourne définitivement au vinaigre. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Saidiopod. Au revoir.